Donc si on n'échoue pas, et forcément il y a des moments où on va se louper, mais comment tu veux qu'on arrive à se perfectionner? Enfin, c'est pas possible, on est obligé de passer par cette étape-là. Et c'était le cas aussi pour moi. Moi, quand j'ai appris à coudre, je sais coudre aujourd'hui parce que j'ai raté tellement de fois avant la couture. Et c'est ce que je dis aussi quand j'ai des élèves qui viennent, mais faut dire merci à nos erreurs. On est réfugiés politiques, il y avait la guerre avec la Tchétchénie quand on est arrivé en France, et nous on était dans une région voisine. Donc la tension commençait à monter et mes parents, ils ont pris ils ont pris la décision de nous sécuriser avant tout et du coup ils sont arrivés en France. On est arrivé en France, je venais d'avoir 7 ans, donc j'ai des souvenirs. En plus, on a pu y retourner après. Donc non, j'ai quand même pas mal de souvenirs. T'en gardes un bon souvenir? Oui et non. C'est-à-dire oui pour l'aspect famille, non pour... et encore pas tout l'aspect famille, mais non pour la situation qu'il y avait là-bas à l'époque. J'étais très contente de partir, parce que je ne savais pas ce que c'était la France, je ne savais pas où on allait. Quand on m'a dit qu'on ne reverrait pas certains membres de ma famille, j'étais très contente, étonnamment. Et d'un autre côté, quand je suis arrivée en France, j'ai eu quand même du mal à m'adapter, parce qu'un enfant qui ne connaît pas la langue, qui ne connaît pas la culture, qui ne comprend pas la manière dont les gens vivent, communiquent entre eux, forcément ça a été... En fait, disons, j'étais très contente de quitter un cadre difficile à vivre pour un enfant, mais arrivant en France, au départ, je sais que j'ai eu du mal à m'adapter. J'ai eu beaucoup de chance avec mes parents parce qu'ils sont très branchés art et très culture, et ils nous ont obligés, on avait l'impression que c'était une punition à l'époque, mais ça nous a énormément aidés. Ils nous ont obligés à nous intégrer à la vie culturelle de la ville où on était. Donc à Marseille, quand c'était le cas, on devait se renseigner. Enfin, mes parents ont participé à toutes les activités qui étaient organisées dans la ville, et ça a été aussi beaucoup le cas ici à Charleville. Tu vois, pour donner un exemple, j'étais obligée d'apprendre tous les poèmes d'Arthur Rimbaud. Dès qu'il y avait une action culturelle derrière, on y allait, pour, même si on connaissait pas la langue, mais pour essayer de comprendre comment les personnes vivent en France. Et un des premiers conseils que mon père nous a donné à ma sœur et à moi quand on est arrivés, c'est: les filles, vous avez beaucoup à apprendre des Françaises, des Français, sur leur manière sur la politesse, la manière d'être, de le savoir-vivre. Et ça nous a énormément aidé à nous intégrer, à trouver du travail, à se faire des amis. C'est important, je pense. Et pas rester dans notre petit cocon. Voilà. La seule chose qu'on avait appris, c'est à dire oui et à dire non. Et le premier mot que j'ai appris, c'est princesse. Parce que quand on est arrivé en France, moi je savais juste dire oui et non. Donc je sais pas pourquoi ma mère, je me vois encore dans notre cuisine en Russie où elle essayait de nous apprendre, mais moi ce que j'avais enregistré c'est oui ou non. Après elle a essayé de m'apprendre d'autres choses, mais et quand on est arrivé, il y avait un SDF, on lui a donné de l'argent, il dit: oh merci princesse, mais j'étais petite hein, donc, et je lui ai dit princesse, donc, mais ça ressemblait. Et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de mots qui se ressemblent. Et j'ai commencé à apprendre d'abord ces mots-là. Pour un enfant, ça a été très compliqué parce qu'il y a eu le harcèlement, il y a eu même le fait de pas avoir des gens qui nous ressemblent dans leur manière d'être. Mais je pense que c'était obligatoire, c'était à refaire, je le referais sans hésiter parce qu'aujourd'hui je suis très contente. Mais oui, je pense, en fait, ça forge d'une certaine manière, surtout qu'on changeait, on était dépendant de l'État, donc on changeait souvent d'école, on n'avait pas le temps de s'intégrer. Je vois quand j'ai rencontré l'homme de ma vie, lui, il est né dans un village, il a grandi dans ce village, il connaît tout le monde, et nous, on n'avait pas ce côté-là, on arrivait tout de suite dans une nouvelle ville, fallait se refaire des nouveaux amis, on n'avait pas de passer avec eux, de souvenirs, disons. Vous avez beaucoup bougé, vous êtes passé par quelle ville? Marseille, on est passé par Paris, on n'est pas resté longtemps. On est arrivé à Fumay, on était très bien accueillis. Je me souviens encore de Katia qui s'occupait du foyer là-bas, qui s'est trop bien occupée de nous. À l'école, bon, c'était l'école quoi, pour des gens qui parlent pas français. Il y avait l'aspect harcèlement, mais il y avait aussi une jeune fille, je me souviens d'elle, une camarade de classe qui m'apprenait à cette période quand on était à Fumay, féminin, masculin. Dès qu'on faisait des trajets en voiture, on était à l'école, je me souviens, mais ça m'a énormément aidée, parce que il y a des choses que je me souviens encore, c'est grâce à elle que j'ai assimilé dans mon apprentissage du français. À force de changer d'école, après on connaît les codes, c'est-à-dire qu'on sait comment ça se passe, donc moi à force de changer d'école, j'étais un peu plus endurcie et j'avais plutôt tendance parfois à être plus, à moins me laisser faire, mais c'est vrai que forcément il y a des jeunes qui viennent qui parlent pas la langue, qui ne s'habillent pas pareil, parce qu'on n'est pas comme eux, forcément oui c'était systématique. Et du coup t'arrivais quand même à te camoufler au bout d'un moment?
Oui, en fait, on apprend à devenir caméléon et à s'adapter en fonction de la personne qui est en face de nous. Ta passion pour la création, le textile, tout ça, c'est arrivé quand? C'est arrivé à partir du moment où j'ai compris justement à force de changer d'école que l'aspect physique était malheureusement important. C'est comme une arme. Et donc je me suis dit: «OK, je dois en jouer. Si je suis pas bien apprêtée ou pas habillée d'une certaine manière, je serai pas traitée de telle ou telle manière». Donc j'ai commencé à chiner, à aller dans des brocantes, à Emmaüs, enfin voilà, à m'habiller, en tout cas à m'apprêter différemment. J'ai vu que ça faisait passer un message et même moi je me sentais différente, mieux. Et donc étant donné que j'ai manqué de moyens, j'ai commencé à créer moi-même mes premiers vêtements où j'utilisais des vêtements déjà créés, je les déstructurais petit à petit. Donc je pense que ça a été un fil conducteur. C'est un outil que j'utilisais au quotidien, la mode. C'est un outil que j'ai gardé parce que ça nous aide. Je faisais à la main au début et ma mère avait une machine à coudre à la maison, mais qui servait, tu vois, pour les rideaux, des choses comme ça. Elle me laissait pas du tout m'en servir parce que, bah, tu vois, on l'avait acheté, il fallait faire attention. Elle avait super peur que je me fasse mal, elle avait aussi peur que j'abîme la machine. Mais mon père, lui, il me disait oui, oui, tu peux, tu peux. Donc je le faisais un peu en cachette jusqu'au jour où, à mes 17 ans, il m'a offert ma première machine à coudre quand je suis partie de chez mes parents à Reims pour continuer mes études. Et c'était une machine très difficile, très capricieuse. J'ai abandonné. Honnêtement, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et si ça bug à chaque fois, c'est pas pour moi. Mais j'avais quand même fait mes premiers tests. J'avais acheté mes premiers tissus avec mon premier salaire. Enfin, j'avais quand même réussi. J'ai laissé tomber pendant un bon moment pour travailler, pour gagner ma vie dans des métiers qui me plaisaient pas forcément, mais où j'étais ancrée en tout cas à 100% pour essayer d'en tirer le maximum. Et pendant que j'étais en train de travailler, j'économisais, j'essayais aussi de réfléchir à ma partie créative, quelle est ma signature. Je ne l'ai pas trouvée avant longtemps, mais ça me permettait de jongler, d'avoir une stabilité financière et de pouvoir aussi réfléchir à cette passion qui à l'époque me paraissait vraiment impossible à réaliser, difficile. Et voilà, c'est venu au fur et à mesure. Je pense à 2 personnes. Une personne complètement extérieure à ma vie, parce que c'est aussi important d'avoir un regard qui est vraiment objectif. Et une personne qui est proche, Adrien, qui partage ma vie maintenant depuis plus de 10 ans. En fait, quand je travaillais dans un palace dans le sud de la France, moi je m'occupais des enfants, donc je faisais un petit job, mais j'étais dans un cadre quand même très chic, très luxueux. Et en fait, il faut savoir que c'est un lieu où les enfants, ils ont leur propre nounou, leur garde du corps, et on avait juste un espace dédié pour eux. Moi, je m'occupais de cet espace-là. Il y avait quasiment jamais personne. Mais pendant mon temps libre, je faisais mes croquis, etc. Et entre 2 plongeons à la piscine, il y a des enfants qui sont venus me voir et ils m'ont dit: «Oh, vous faites quoi?» Donc moi, je discute avec eux, j'ai mes croquis. Et il y en a une dont la mère était une créatrice de joaillerie à Londres, très très bien placée. Elle me dit: «Oh, je vais aller chercher ma mère, il faut absolument que je lui montre ce que tu fais». Donc elle est venue avec ses copines, donc tu vois, de la haute société. Elles ont vu, elles étaient... Enfin, elles ont eu une réaction tellement spontanée sur ce que j'ai fait. Elles m'ont demandé dans quelle école parisienne j'étais. Je suis pas dans une école, enfin, j'aurais rêvé, mais j'avais pas les moyens. Et elles m'ont dit: il faut absolument que tu m'envoies tes croquis, je vais les envoyer à un contact que j'ai sur Paris pour que tu puisses avoir vraiment un vrai avis objectif. Et c'est là le fait de voir leur réaction, parce qu'avant, ma famille, enfin le peu qu'ils voyaient, soit il n'y avait pas de réaction. Quand je dis famille, c'est amis aussi, parce que c'était tellement évident, ils m'ont connue là-dedans, où je faisais toujours ça de mon temps libre, donc il n'y avait pas vraiment de réaction, on va dire waouh, c'est magnifique. Ou le peu qu'il y avait, moi je les écoutais pas vraiment, parce que je me disais c'est mes amis, c'est ma famille, c'est normal qu'ils me soutiennent. Donc d'avoir ce premier regard complètement différent, je me suis dit en fait, je suis sur la bonne voie. Mais ça me paraissait toujours compliqué. Adrien, ça faisait très peu de temps qu'on était ensemble, mais je me souviens d'un moment de crise que j'ai eu dans notre appartement où j'avais mes obligations professionnelles et ma passion qui était... Enfin, je vivais, je mangeais, je respirais la couture. Donc forcément, tout mon temps libre, je le consacrais à ça. Donc je faisais mes heures de travail, ensuite je faisais ma couture des fois jusqu'à 4 heures du matin. Et donc forcément, à un moment donné, on devient fou, enfin on se dit mais... Et je me souviens d'un moment de crise où j'étais vraiment en larmes, je me disais mais j'y arriverai jamais, il me faut de l'argent, il me faut ci, ça, il me faut des contacts, je connais personne, je connais... Et lui, il est venu enlever en fait tout le poids que je m'étais mis sur mes épaules en me disant: ça, tu peux le mettre de côté, je gère. Ça, tu peux le mettre de côté, je gère, pour que je puisse moi me consacrer uniquement à la partie création. Et, euh, et ça m'a énormément aidée, parce que sans cette conversation avec lui, j'aurais jamais commencé, je pense. T'aurais été bloqué. J'aurais été bloquée, ouais, avec mes idées reçues il faut
avoir des contacts, il faut avoir de l'argent. J'avais ni l'un ni l'autre, donc forcément ça vient. Et à partir du moment où moi j'ai ouvert mon esprit, là j'ai eu des très belles opportunités, tu vois, avec Arnaud le photographe, avec dès que pour moi ça paraissait possible, c'est devenu possible. Tu vois, Arnaud, je suis même pas sûre que si j'avais pas fait les interviews où j'avais expliqué, je suis même pas sûre qu'au moment où il l'a fait, il s'est dit tiens, je vais débloquer un truc, c'était pas recherché chez lui, il a juste parlé comme ça, enfin il a lancé le truc. Donc des fois, on se rend pas compte des fois comment est-ce qu'on peut impacter les gens de notre manière de transmettre un message. C'était la période où je venais juste de créer mon compte Instagram et je commençais à partager ce que je faisais pour moi dans mon temps libre. Donc j'avais pas encore mis le pied dans le domaine du mariage. Le domaine du mariage, il est venu grâce à Arnaud. Okay. J'étais vraiment dans la partie uniquement création, vêtements de tous les jours, pas trop cher, comment est-ce qu'on peut transformer ça, enfin voilà, des petites techniques, j'apprenais plus à coudre finalement. En fait, il faut savoir que n'importe quelle personne qui crée des vêtements, et d'ailleurs tu peux le voir dans les défilés, si tu as déjà vu des défilés, la robe de mariée elle défile à la fin, parce que c'est vraiment la concrétisation, c'est ce qui prend le plus de temps, le plus d'argent et le plus compliqué techniquement parlant. Même s'il y a aussi des robes de cérémonie qui le sont, mais quand même, mais dans la tête du public et même des créateurs, c'est ce qui est ancré. Donc forcément moi qui crée, même pour moi, je me disais un jour si je me marie je ferai ma robe, mais ça serait quand j'aurais vraiment acquis beaucoup d'expérience. Donc c'était dans un coin de ma tête, mais loin. Il faut d'abord que j'apprenne. Et Arnaud, il est venu accélérer tout ça. Il est venu me voir. Enfin, je me souviens, j'étais. C'est au moment où il m'en a parlé, pour lui, ça semblait simple et facile et rapide. Alors que moi, je sais que derrière, c'est pas du tout le cas. Donc, au lieu de me dire reste dans ma tête, c'est trop compliqué, je me suis dit je vais jongler dans son état d'esprit à lui. Ça va être simple, ça va être rapide. Donc j'ai respecté les délais. Il avait un salon du mariage, c'était en 2019 à Reims. Il m'a dit moi j'ai mon stand, je fais ma promo de mon activité. Mais si tu veux déjà exposer une première robe de mariée pour voir ce que les gens, comment est-ce qu'ils réagissent à cette robe-là, c'est ce que j'ai fait. Mais le délai était en réalité assez court pour une première création d'une robe de mariée. Et voilà, ça a été fait, j'ai eu des premiers retours, mais c'est même pas tant les retours, je m'étais impressionnée moi, le temps que j'ai mis à la faire et le fait que j'ai pas attendu finalement d'avoir une occasion pour pouvoir créer une robe, voilà. Des fois, faut y aller. Faut dire oui. Je suis très contente, je suis très reconnaissante aussi parce que toute seule c'est impossible à faire. J'ai 2 enfants, j'ai aussi ma vie personnelle, donc tout ça. Je suis surtout reconnaissante parce que j'ai plus que fière. Maintenant, j'ai pas encore atteint tous mes objectifs, j'en ai encore plein en tête, donc ouais. Est-ce que tu peux me parler de l'événement, l'éclosion ? En fait, c'était tellement une suite logique pour moi parce que si tu veux, ça réunit tout ce que je suis ou tout ce que j'ai pas eu, disons. La cause des enfants. Égoïstement quelque part, je vais être honnête avec toi, le fait d'aider même à ma hauteur, enfin je peux pas non plus, je vais être assez humble là-dessus, on les aide, mais je sais qu'ils méritent bien plus que ce qu'on va pouvoir faire à l'éclosion. Quelque part, égoïstement, ça va aussi guérir la partie en moi, la petite fille en moi qui avait aussi peut-être besoin un peu plus de protection, de sécurité. Donc c'est pour ça que la cause des enfants, c'est la cause que je soutiendrai toujours, si c'est pas Roseau, parce que peut-être qu'ils seront engagés sur d'autres événements, mais ce sera toujours une association en lien avec les enfants. Il faut aussi savoir que créer un événement ou même un défilé, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps, et le faire pour le faire, aujourd'hui je me voyais pas organiser tout ça pour moi toute seule, enfin fallait que je le fasse pour une belle cause, et en plus que ça puisse contribuer à d'autres artistes qui ont aussi besoin, pourquoi pas, d'un événement, des occasions, parce que c'est les occasions qui manquent pour pouvoir mettre en avant notre territoire et surtout les artisans qui sont ici et pas que, d'autres prestataires, partenaires qui ont besoin un peu plus de visibilité, parce que je sais pas pourquoi des fois le public a tendance à aller chercher ailleurs alors qu'on a tout sur place. Donc tu vois, le soutien que j'ai eu moi au début quand j'ai commencé, c'est aussi ma manière de rendre la monnaie de la pièce, et puis on peut pas créer ce genre d'événement tout seul, c'est pas possible. Je pense que ça vient vraiment boucler un truc où il y a tout le monde. Tu réfléchis là. Là, c'est moi qui va te poser des questions. Tu réfléchis à quoi ? Ça t'évoque quoi ? Est-ce que t'as... Moi, quand tu me dis ça, je pense directement à ton père qui t'a dit « Vas-y, pas coudre, prends la machine, t'inquiète ». Il t'a dit quelque chose sur toi, là, ce que t'es en train de faire ? Il a un regard sur ça ? Ouais, et ben même quand je crée des vêtements, il vient toujours un petit peu apporter
il peint mon papa, donc forcément il a quand même cette fibre artistique. Il vient me donner souvent son avis, des fois ça m'embête, des fois je le prends, mais parce que ils sont obligés de me dire ça j'aime bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très curieux. Mon père, il a toujours été assez pudique, il nous a jamais dit qu'il était fier de nous, mais depuis que j'ai mon activité, il est tellement intéressé sur tous les détails et comment ça s'est passé. Des fois, quand je rencontre des difficultés sur des créations, il me pose des questions, donc forcément il me pousse. Après, à la différence de moi, c'est que lui, il a des craintes que moi, j'ai pas. Il m'a toujours dit, parce que tu vois, il est passionné de peinture, il m'a toujours dit, un talent sans action, ça ne sert à rien. Parce que lui, il avait le talent, il lui manquait l'action. Donc moi, je me suis dit, je vais agir finalement. Et c'était un peu le brouillon, et puis j'ai appris de ses erreurs, disons. Et j'apprends encore. C'est quoi l'objectif, toi, pour cet événement? Tu t'es mis un objectif ou t'en as même pas? Est-ce que ça doit être réussi? Tu dois récolter un temps? En fait, pour la première édition, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux journalistes avant, pour cette première édition, je voulais faire l'événement. Le plus important pour moi, c'était l'association, les partenaires et le défilé. Donc, j'ai mis de côté la date. J'ai pas réfléchi à la date la plus stratégique. Je sais qu'elle est complètement difficile parce que j'ai eu des retours sur le fait on est en vacances, je suis dégoûtée. Enfin voilà, non, mon seul objectif, c'est l'association. Malgré tout, si je devais prioriser, ça reste l'association et surtout que esthétiquement parlant, qu'on puisse avoir la vision que tu as déjà découvert. Tu connais un peu ma vision maintenant. J'aime avec peu faire quelque chose de beau et avec de la solidarité, et c'est le cas avec tous les partenaires et les bénévoles qui nous aident. On arrive finalement, donc esthétiquement parlant, si on arrive à montrer au public qu'on est capable de faire des belles choses ici dans les Ardennes, en plus de le faire pour une belle cause, c'est mon objectif. Le public, ça sera mon objectif de l'édition numéro 2, où je mettrai un accent sur le nombre en choisissant une date beaucoup plus intéressante. Initialement, je suis pas quelqu'un de pessimiste, je pense toujours au positif. Par contre, je suis aussi réaliste et j'ai absolument pas peur. Enfin, je veux dire, si on n'avait pas fait cet événement, il y aurait eu 0. Donc si on n'échoue pas, et forcément il y a des moments où on va se louper, mais comment tu veux qu'on arrive à se perfectionner? Enfin, c'est pas possible, on est obligé de passer par cette étape-là, et c'était le cas aussi pour moi. Moi, quand j'ai appris à coudre, je sais coudre aujourd'hui, parce que j'ai raté tellement de fois avant la couture. Et c'est ce que je dis aussi quand j'ai des élèves qui viennent, mais il faut dire merci à nos erreurs, parce que sinon on peut jamais y arriver, c'est pas possible. Je vais considérer qu'on a réussi l'événement si la somme qu'on va pouvoir donner à l'association puisse les aider dans un projet. Que ça soit pour peut-être qu'il leur manque quelque chose pour finaliser tel ou tel achat, ou enfin à partir de ce moment-là, si j'ai un retour de Monsieur Darras sur ça nous a aidé, là je me dirais j'ai réussi. Et ça c'est le premier point, et ça sera toujours le premier point. Et le deuxième point, si j'ai des retours de mes partenaires en me disant j'ai eu au fait il y a des gens qui sont passés, mais ça c'est toujours des fois des années après, on m'a rencontré là-bas, ou j'ai eu tel matériel, enfin tel visuel, j'ai pu communiquer sur ça a pu évoluer sur d'autres aspects. Là je me dirais ok, on n'a pas fait ça pour rien finalement. Il y a quelque chose que tu aimerais dire en plus que là, Ouais, merci Corentin, parce que tu me suis depuis le début de la semaine. Et tu t'es pas enfui, parce qu'on dit de moi que je suis assez difficile au travail. C'est vrai que je suis assez pointilleuse, mais j'ai trouvé quelqu'un de pire que moi. Merci, parce que en fait, quelque part, t'as montré tout le vrai qu'il y avait derrière, tout ce qui a un peu entraîné tout ça, parce que créer un événement, il y a tellement d'aspects que je dois voir, que j'étais focalisée sur les aspects techniques, et t'es venu apporter quand même un gros plus, que ça soit mise en avant de nos partenaires, parce que moi je suis pas vidéaste, je suis pas community manager non plus, donc quelque part ça les a aussi mis en avant parce que vu que c'est la première édition, ils savent pas les gens dans quoi ils mettent les pieds. Ce que je sais, c'est qu'ils vont être agréablement surpris, mais encore une fois, il fallait leur montrer de la matière, donc grâce à toi on a pu le faire, donc merci.